10 ans maintenant. Et voilà, on va participer sur cette nouvelle série pour l'année 2025 de Mardi de la prévention. Et donc, le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, euh, c'est un peu une résultante des derniers thèmes qu'on a fait ensemble, puisque on a eu l'occasion de faire un travail à la demande d'un des acteurs du réseau sur la liste des expositions des salariés exposés aux facteurs chimiques, aux agents chimiques dangereux, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. On avait fait en décembre une présentation sur l'utilisation et la bonne utilisation, les bonnes relations, on va dire, à avoir avec les services de santé au travail et les services de prévention et de santé au travail. Et aujourd'hui, on va essayer de conjuguer un petit peu les deux, puisque nous accueillons Lionel Benacchio, donc, qui est expert toxicologie, et vous vous présenterez pour un service de santé au travail dans le 73 sur Chambéry, enfin à côté de Chambéry, je crois. Et donc, voilà, on va aborder un petit peu les choses sous deux angles. Le risque chimique, comment on peut y travailler et ce qu'on doit faire, et le travail qu'on peut avoir et l'appui qu'on peut avoir au niveau du service de prévention et de santé au travail, au travers notamment des experts en toxicologie, puisqu'on vous avait, dans les dernières informations, montré les différentes particularités et différentes compétences qu'il peut y avoir dans une équipe pluridisciplinaire. Et dans ce cadre-là, on a des experts en toxicologie, et donc je passerai la parole à Lionel dans un petit moment. Et l'idée, voilà, c'est de vous montrer aussi comment quelque chose qui est un peu plus pragmatique, dont je vous avais parlé très très rapidement la dernière fois, qui était le logiciel Sirish. Le logiciel Sirish, à quoi il sert et comment on peut se l'approprier et l'utiliser en interne. Et donc voilà, c'est vraiment cette culture-là qu'on veut essayer de partager avec vous ce matin, sur comment je peux travailler en tant qu'entreprise et quels sont mes outils et les compétences sur lesquelles je peux m'appuyer. Voilà, je vous remercie donc pour cette brève introduction. François Guiton est avec nous aussi, mais est dans un espace où il y a pas mal de bruit, donc son micro n'est pas activé. Mais voilà, François, qui suit nos travaux depuis plusieurs années, est là aussi à nos côtés. Et on a aussi Erwan Poumerouli, qui est chargé des affaires juridiques et sociales à la FNTR, qui assiste aussi à ce webinaire. Et bien sûr, Karine et Alexandra de la communication pour la FNTR. Merci donc à tous d'être là. Je vous propose qu'on commence cette prévention, ce mardi de la prévention, donc sur l'importance de l'analyse toxicologique auprès du SPST, ce qu'on peut en attendre et comment on peut le solliciter, et l'outil Sirish dont je vous ai parlé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de vous diffuser une petite vidéo qui est sur le site de l'INRS. Pareil, site de l'INRS, on vous l'avait présenté un peu les différentes ressources. Donc là, j'ai repris la petite vidéo de présentation de l'outil Sirish parce qu'elle est intéressante dans la façon dont elle aborde l'analyse du risque chimique et comment après cet outil qui est Sirish, mais la compétence aussi de l'expert en toxico qu'on peut avoir au niveau des services de prévention et de santé au travail peut être utile et peut venir en appui de vos démarches. Je fais juste une petite manipulation pour changer mon partage d'écran et hop, je vous lance. Non, je ne l'ai pas fait comme il faut. Parce que si je le fais comme ça, vous n'aurez pas le son. Hop. Voilà. Bonjour. Vous pensez peut-être que vous n'utilisez pas ou peu de produits chimiques dans votre entreprise. En réalité, vous en côtoyez probablement beaucoup, de plusieurs dizaines à plusieurs milliers selon votre activité. Vous savez que la prévention du risque chimique est une obligation légale qui engage votre responsabilité de chef d'entreprise. Vous savez que les produits chimiques peuvent provoquer des accidents du travail comme des brûlures graves, des intoxications ou des maladies professionnelles comme des asthmes ou des cancers. Vous savez que certains de ces produits peuvent porter atteinte à l'environnement, provoquer des explosions ou des incendies qui pourraient s'avérer fatals à votre entreprise.
Saviez-vous qu'une entreprise sur 3 ne se relève pas après un incendie? Pour vous aider dans votre démarche de prévention des risques chimiques, l'INRS, en coopération avec des partenaires publics et des organisations professionnelles, a développé le logiciel CERICH. CERICH est accessible gratuitement sur le web et il est simple d'utilisation, quel que soit votre niveau d'expertise. Interface moderne et intuitive, nombreuses fonctionnalités qui vont simplifier votre démarche de prévention. Tout d'abord, CERICH vous aidera à faire ou à compléter l'inventaire de vos produits. Exemple, vous prenez en photo l'étiquette d'un produit et à partir de l'image, le logiciel saisit seul les informations nécessaires à l'identification des dangers. Ensuite, CERICH facilitera l'évaluation et la hiérarchisation des risques en identifiant les situations de travail ou les produits les plus dangereux à traiter en priorité. Enfin, CERICH vous aidera à établir un plan d'action en vous donnant accès aux bonnes informations. Vous pourrez ainsi remplacer les produits dangereux, supprimer ceux qui sont inutiles et mettre en œuvre les bonnes pratiques. CERICH est l'outil de référence en matière de risques chimiques pour les fabricants de produits, les utilisateurs, les services de santé et de sécurité au travail. En résumé, grâce à CERICH, vous allez pouvoir répondre à vos obligations légales, sécuriser votre activité, améliorer les conditions de travail et préserver la santé de vos salariés. Retrouvez CERICH sur www.cerich.fr. Voilà, on va arrêter le partage et revenir donc à la présentation. Voilà, donc vous avez eu ce premier aperçu. L'idée de ce logiciel et de CERICH, c'était à la fois, et de cette vidéo, pardon, c'était à la fois de vous présenter les éléments sur l'analyse du risque chimique, pourquoi c'est important, et puis l'outil qu'on va voir un peu plus en détail tout à l'heure, et la compétence, notamment la compétence santé-prévention et expert en toxico, qu'on peut trouver dans les services de prévention et de santé au travail. Alors, pourquoi on a voulu faire ce sujet? Parce que, et c'est les échanges qu'on avait eus au préalable et à l'issue de la présentation sur la liste des salariés exposés, c'est un sujet qui est délicat à prendre en main, notamment parce qu'il peut faire appel à des connaissances spécifiques, et notamment l'utilisation, la lecture des fiches de données de sécurité, on va le voir un peu plus loin. Les agents chimiques dangereux, c'est les produits chimiques utilisés dans l'entreprise. Et vous avez des produits qui sont étiquetés, vous avez des phrases de risque, vous avez des éléments que vous pouvez retrouver à la fois, comme la présentation vous le faisait voir, sur une étiquette de produit, mais à la fois ça peut être des pictogrammes, ça peut être différentes notions qu'il est intéressant et important de maîtriser. Ça va du transport au stockage, à l'utilisation des produits, à leur manipulation et dans les différents types de manipulation. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à toutes ces problématiques-là. Ça ne concerne pas que les entreprises de transport qui ont un garage attenant, hein. Ça peut concerner aussi les bureaux, ça peut concerner différentes entités, unités de travail, quand on a parlé du document unique, différentes unités de travail qui peuvent avoir une exposition à des produits chimiques. Et donc l'idée et notre objectif, il est vraiment de promouvoir aussi l'appui du SPST, hein, du service de prévention de santé au travail. Je parle bien d'un appui, ce n'est pas une délégation de responsabilité qu'on envisage, c'est vraiment un appui pour rendre le sujet plus accessible en fonction des éléments qu'on peut avoir. Et Lionel vous donnera un peu plus d'éléments tout à l'heure. Donc, on fera un point sur la compétence toxicologique, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le service de prévention de santé au travail, et puis sur cet outil gratuit mis à disposition par l'INRS, téléchargeable et utilisable gratuitement. Au préalable de tout ça, et d'engager toutes ces démarches, on a une démarche à faire, on a quelque chose à faire, qui est de recenser les produits en présence. Ça, c'est un point de départ que vous pouvez faire tous assez facilement, pour recenser tous les produits présents sur site dans votre entreprise. L'idée n'est pas de se limiter à essayer de rechercher s'il s'agit d'un produit chimique ou pas, mais c'est de voir tous les produits qu'on peut utiliser ou qu'on a à disposition, même si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément.
Et pour ça, la première des choses à faire et le plus facile, c'est d'avoir des visites des espaces de travail et de photographier tout ce qu'on trouve, tous les produits qu'on peut rencontrer. Ce premier état des lieux, vous allez voir, et comme le disait la vidéo, et je pense que Lionel me trahira pas là-dessus, on a tendance à imaginer qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, quand on commence à faire ça un petit peu, cet état des lieux, on se rend compte qu'il y en a un certain nombre, voire certains qu'on n'utilise pas, mais qu'on a gardés parce qu'à un moment, on les a utilisés et que ça peut être toujours utile, ou des produits qu'on ne trouverait plus dans le commerce, mais ils marchent super bien. Donc, celui-ci, il faut qu'on le garde. On ne sait jamais si on en a besoin. Et c'est des choses voilà, qu'on peut trouver. Ce n'est pas spécifique aux entreprises de transport. Je dirais que c'est valable dans toute entreprise. Et donc, on peut trouver voilà, des choses assez surprenantes parfois. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment d'identifier tout ce qu'on trouve sans parti pris. Et de faire les photos pour être plus simple. On fait une photo on a des téléphones portables, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de photographier assez facilement. Donc, on va identifier tous ces produits. La première chose qu'on peut faire, là, très rapidement, c'est d'identifier et de trier ces produits, ceux qui sont nécessaires ou ceux qui sont inutiles, ceux qu'on ne se sert plus, un fond de bidon de quelque chose qui reste, un fond de peinture ou, je ne sais pas, de dissolvant ou de solvant, enfin voilà, de l'huile ou je ne sais quoi, qu'on n'utilise plus, mais voilà, qui est resté là parce que on l'a jamais jeté. Donc ça, c'est déjà d'identifier, de trier les produits qui sont nécessaires, qui sont utilisés au quotidien, et ceux qui ne sont plus utilisés, pour, dans un premier temps, pouvoir supprimer ces produits qui sont inutiles et qui n'ont pas lieu d'être. Après, vous avez des modalités de suppression des produits chimiques, on ne les jette pas comme ça à la poubelle ou dans l'évier, mais on a des modalités de suppression. Ça permet aussi d'identifier régulièrement des transvasements qu'on a pu faire. C'est-à-dire qu'on a pu mettre un produit dans un contenant qui n'était pas celui d'origine, et que la seule solution souvent qu'on trouve de manière un petit peu opportune pour aller vérifier de quoi il s'agit, c'est d'ouvrir et de sentir. Ce qui n'est peut-être pas effectivement la meilleure façon de faire, puisque Lionel pourra le dire tout à l'heure, mais on peut avoir des effets d'inhalation de certains produits. Et donc l'idée, c'est vraiment pas d'essayer d'identifier le produit simplement en le respirant et en regardant de quoi il s'agit, pour éviter d'être exposé soi-même à quelque chose qui peut être nocif. Donc on supprime les produits inutiles, on évite les produits non identifiés, très clairement. Dans une bouteille d'eau, on a mis un produit qui a la même couleur, mais si, on se rappellera bien sûr qu'on a mis ça, et puis on a un collègue qui ne sait pas forcément ce qu'on a mis. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. Je vous en parle, mais ce n'est pas anecdotique. Il y a 6 mois de ça, il y a eu un décès d'une personne dans un atelier donc de la SNCF sur la Loire parce qu'ils ont trouvé un produit et au-delà d'essayer de le respirer puisque l'odeur ne suffisait pas à l'identifier, ils l'ont goûté. Et l'un des deux a été assez malade, mais pris en charge et a pu s'en sortir. Et le deuxième n'a pas pu s'en sortir, a été intoxiqué et est décédé. Donc, oui, on n'aura pas l'idée peut-être d'aller jusqu'à goûter, mais ça peut arriver. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'était passé. Donc, voilà, il ne faut jamais présumer de ce genre de choses. Ça vous permet, une fois que vous avez identifié les produits que vous gardez, que vous utilisez, de vérifier la présence et j'allais dire la mise à jour des fiches de données de sécurité, puisque les fiches et leur contenu évoluent de temps en temps, et notamment, Lionel, vous nous préciserez, je crois que c'était 2015, la nouvelle évolution des fiches de données de sécurité avec le changement des pictogrammes. Il me semble que c'est à peu près ça. Ça, oui, tout à fait. C'est ça. Et Avec donc, l'apparition voilà, des ça, mentions de danger H. oui, c'est ça. Donc, avec l'évolution, donc en théorie, aujourd'hui, toute fiche de données de sécurité en votre possession doit être postérieure à 2015 pour intégrer les nouvelles dimensions. Et pouvoir, du coup, récupérer les fiches de données de sécurité manquantes, le cas échéant. C'est au fournisseur de vous les faire passer, mais il se peut qu'on ait acheté des produits et qu'on ne les ait pas. Il se peut aussi que dans certains services, on achète des produits en grande surface parce qu'on les trouve, je pense à de l'acide chlorhydrique par exemple, où il est bien marqué sur la bouteille en grande surface qu'il faut aller télécharger la fiche de données de sécurité à telle adresse.
et on peut se retrouver avec des produits qu'on n'a pas forcément imaginés ou qu'on n'a pas forcément achetés par la manière habituelle de fourniture des produits, et pour autant, ils peuvent être présents. Donc voilà, comment on va récupérer toutes ces fiches de données de sécurité. Ça, c'est un fondement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà une première base de travail qui est identifiée et qui vous permet effectivement de savoir quels sont les produits présents. Derrière, il vous faudra étudier et votre charge en tant qu'entreprise et votre responsabilité, ça va être de les étudier, ces fiches de données de sécurité, d'avoir les pictogrammes ou les phrases d'identifier les pictogrammes de sécurité ou les phrases de risque, dont les petits dessins. Vous aviez par exemple les petits losanges rouges qu'on connaît tous bien sur les différents produits, les phrases de risque, les phrases H et les mesures de prévention. Ça, vous le retrouvez à partir de la section 2 d'une fiche de données de sécurité. Il est intéressant aussi, et là l'expertise aussi en toxicologie peut être intéressante si les données ne sont pas suffisamment claires, de regarder dans la section 3 la composition du produit, puisque la composition du produit va être détaillée et vous aurez tous les éléments qui composent ce produit et ça vous permettra d'identifier par exemple s'il y a des produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Et donc je refais le lien avec les listes dont on parlait tout à l'heure et dont on a parlé une fois précédente. C'est ce qui va vous permettre de répondre à ces éléments-là. Vous avez, par exemple, dans la lecture d'une fiche de données de sécurité, des éléments sur la façon de réagir ou les premiers secours, dans la section 4 d'une fiche de données de sécurité. Vous trouvez des consignes sur la manipulation, les EPI requis ou le stockage dans la section 7 et quelques données toxicologiques dans la section 11 des fiches de données de sécurité. C'est globalement à peu près toujours orienté et organisé de la même manière. Et donc, dans une fiche de données de sécurité, vous avez, parfois ça peut aller jusqu'à 15 ou 16 pages, vous avez tous ces éléments-là qu'il est important de recenser et d'identifier de manière très précise. Et du coup, une fois que vous avez ça, vous avez deux façons de pouvoir procéder. Vous avez la possibilité, on le verra dans un deuxième temps, de renseigner le logiciel Sirish qui est gratuit, encore une fois, et qui vous permet de tracer un petit peu et de faire votre diagnostic d'exposition au risque. Et dans des cas très spécifiques, où lorsque vous n'arrivez pas à trouver forcément toutes les informations dont vous avez besoin, on peut faire appel. Alors, je vous laisserai préciser, Lionel, le contexte, mais on peut avoir dans un service de prévention et de santé au travail, dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire, par le biais du médecin du travail, on peut avoir une compétence d'analyse toxicologique et de toxicologie. Et donc, du coup, voilà, on peut voir comment, avec le service de santé, on peut avoir accès à ces infos. Alors, juste avant de rentrer et de passer la parole à Lionel, je vous rappelle bien que le service de santé au travail, c'est un service auquel vous adhérez obligatoirement. Vous avez un service de santé au travail. C'est, comme on l'a dit la dernière fois, une équipe pluridisciplinaire à votre service. Donc, il y a plusieurs compétences, même si la clé d'entrée peut être le médecin. Vous avez les compétences d'IPRP ou d'infirmier ou de psychologue. On a vu tout ça la dernière fois. Et parmi les disciplines, vous avez l'expertise toxicologique que vous pouvez retrouver auprès de ce service auquel vous adhérez déjà. L'équipe pluridisciplinaire, on vous l'a dit la dernière fois, je le reprécise juste, elle est animée et coordonnée par le médecin du travail, qui peut lui confier certaines tâches sous sa responsabilité, c'est-à-dire que voilà, le médecin peut proposer à ce que l'expert en toxicologie ait un regard un peu plus approfondi sur tel ou tel produit. On va parler des produits, mais on peut parler des procédés aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement le produit en lui-même, comme c'est tout ce qu'il peut y avoir, les évaporations, les réactions chimiques qui peuvent être générées par la composition de tel ou tel produit ou la présence de produits d'eau ou des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être vu avec le médecin du travail. Et c'est le médecin du travail qui peut aller vers cet expert-là pour avoir des éléments complémentaires à votre service. Les clés d'entrée, je vous les ai données tout à l'heure, IPRP, infirmière, médecin et les autres membres de l'équipe sont la plupart du temps sollicités par le médecin sur les informations qu'on peut recueillir.
Et le service pluridisciplinaire va bien sûr s'associer les compétences des toxicologues, soit en interne, soit avec tout ce que l'INRS peut mettre à disposition, hein, au service des toxicologues pour que vous ayez accès aux bonnes informations. Je propose de passer la parole à Lionel Benacchio, donc, qui est toxicologue industriel au service de prévention et de santé au travail de Savoie. Merci Lionel. Eh ben, bonjour à tous, merci Emmanuel. L'idée c'est de vous présenter un peu les missions du pôle toxicologie pour notre service. Il peut y avoir des petits ajustements d'un service à un autre, mais c'est assez anecdotique, hein. Maintenant, il y a quand même une certaine uniformisation des pratiques à travers une offre de services qui est nationale. Donc en théorie, les services de santé sont censés faire à peu près la même chose d'un département à l'autre. Alors, le gros du travail, ça va être d'accompagner l'entreprise dans la démarche de prévention des risques chimiques. Donc, Emmanuel a commencé à vous présenter un peu les différentes étapes de cette démarche. Globalement, il y a quatre étapes, hein. La première, c'est l'inventaire des substances chimiques qui sont présentes sur votre lieu de travail. Euh, Ensuite, ça va être l'analyse des dangers de ces substances chimiques. Ensuite, ça va être l'évaluation des risques chimiques. L'évaluation des risques chimiques, c'est ni plus ni moins que le recueil des conditions d'utilisation de vos produits chimiques. Et ensuite, en croisant les données de danger avec les conditions d'utilisation des produits chimiques, on va qualifier et caractériser un risque. Et puis, la dernière étape, c'est, une fois qu'on a identifié les situations à risque, de rédiger un plan d'action. Donc nous, notre positionnement à ce niveau-là, ça va vraiment être, on a l'habitude de dire, d'accompagner et ne pas se substituer. Le but, c'est pas de faire à la place de l'entreprise, c'est de la guider dans le comment faire. C'est le meilleur moyen pour transférer les compétences, on va dire, à l'entreprise pour qu'elle devienne autonome sur le sujet. Parce qu'une évaluation des risques chimiques, elle peut être assez rapidement caduque quand on l'a fait. Alors déjà, quand on l'a fait, ça prend énormément de temps. Et puis derrière, si jamais on change de produit, eh ben, l'évaluation des risques chimiques est à refaire. Si on change un procédé, l'évaluation des risques chimiques est à refaire. Donc, ça peut évoluer assez rapidement. Donc, ça nécessite que l'entreprise ait un minimum de connaissances et compétences sur le sujet pour réussir à mettre à jour et rendre l'action pérenne. Alors, la deuxième chose qu'on va faire, et c'est là qu'il peut y avoir des divergences d'un service à l'autre, c'est la métrologie des polluants chimiques. Euh, alors, si on regarde un peu dans la réglementation, dans le Code du travail, c'est plutôt l'apanage des organismes de contrôle accrédités qui sont là pour faire de la métrologie des polluants dans le cadre réglementaire pour vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle, donc qui sont des normes de polluants à respecter dans l'air sur un temps de travail, soit 15 minutes, soit 8 heures. Mais les services de santé peuvent aussi apporter cette compétence-là. Alors après, notre vocation à nous, et bien évidemment, c'est pas de se substituer non plus aux organismes de contrôle accrédités, c'est de faire de la métrologie dans deux situations. C'est soit sur demande spécifique du médecin du travail parce qu'il a un constat clinique particulier qui va nécessiter une étude de poste un peu particulière. Euh, Il faut savoir que à ce niveau-là, les services de santé, en tout cas nous, on fait des mesures qui vont plus loin que ce que font les organismes de contrôle, c'est-à-dire qu'on va faire de la mesure sur certains polluants qui sont pas encore réglementés en termes de valeur limite d'exposition professionnelle, mais dont on sait qu'ils ont des impacts sur la santé. Je pense par exemple aux particules ultra fines, qui sont des particules de taille relativement, enfin nanométrique, où il n'y a pas de norme actuelle, mais on sait qu'il y a des effets sur la santé par rapport aux expositions. Bah, nous, on va mesurer ça potentiellement pour avoir des éléments d'exposition. Et puis la deuxième situation où on va faire de la métrologie pour l'entreprise, c'est quand elle n'a jamais fait de métrologie de contrôle des VLEP. J'aime bien dire que c'est pour mettre le pied à l'étrier. Grosso modo, c'est on va se substituer ponctuellement à l'organisme de contrôle accrédité, faire les mesures que l'organisme de contrôle accrédité aurait fait,
Et à travers cette démarche-là, on va montrer à l'entreprise comment il faut faire, dans quel piège il ne faut pas tomber, comment établir sa stratégie de prélèvement, quels polluants mesurer. Et puis nous, ça nous permet de rendre déjà un diagnostic et une visibilité sur l'exposition à certains polluants. Et ça permet de cibler les polluants à tracer sur un poste de travail qui pourraient être tracés ensuite par les organismes de contrôle accrédités. Euh, voilà. Ensuite, on peut aussi avoir toute une partie conseil sur tout ce qui est conception, diagnostic d'efficacité des systèmes de ventilation. Ça aussi, c'est des compétences qui sont peu courantes dans les entreprises. Bien souvent, les entreprises n'ont, entre guillemets, pas le choix que de faire confiance aux prestataires qui vont venir installer les systèmes de ventilation. Et donc, parfois, c'est assez délicat pour les entreprises d'avoir un regard critique sur ces installations. Donc, nous, on est là pour ça. On a suivi des formations. En général, les toxicologues ou les personnes qui sont impliquées dans la démarche de prévention des risques chimiques dans les services de santé ont suivi des formations à l'INRS. On nous apprend à diagnostiquer l'efficacité des systèmes de ventilation. Donc, ça, en général, c'est une compétence qui est plutôt appréciée par nos adhérents. Ensuite, on peut faire évidemment du conseil un peu spécifique auprès des médecins du travail sur le volet de la biométrologie. Alors, la biométrologie, c'est le suivi dans un milieu biologique des polluants. Ce qu'on fait le plus souvent, ce sont des prélèvements urinaires dans lesquels on va demander un certain dosage pour tracer l'exposition à certains polluants. Je peux vous donner un exemple. Je fais du soudage sur de l'acier inoxydable. L'acier inoxydable émet du chrome hexavalent quand on le soude. Le chrome hexavalent passe dans l'organisme, se traduit au niveau urinaire, on l'excrète au niveau urinaire. Et ben, on peut prescrire on peut conseiller en tout cas aux médecins de prescrire dans certaines situations ce qu'on appelle une chromurie, donc le dosage du chrome dans les urines, pour regarder si la concentration est supérieure à la population générale ou à des normes professionnelles. Voilà, donc ça, c'est plus notre rôle, on va dire, interne auprès du médecin du travail, plus que vers l'adhérent, mais en tout cas, c'est un outil assez fiable d'évaluation des niveaux d'exposition. Euh, voilà, et qui est assez complet parce que finalement, ce qu'on retrouve au niveau urinaire, c'est la résultante de l'ensemble de nos expositions par inhalation, de nos expositions par voie cutanée et les éventuelles ingestions. Contrairement à de la métrologie atmosphérique où on va voir que l'aspect inhalation. Ensuite, bien évidemment, on se positionne aussi sur tout ce qui va être sensibilisation, communication auprès des adhérents sur la thématique globale des risques chimiques, hein. Au sein des services sont développés de plus en plus ce qu'on appelle les ateliers collectifs. Les ateliers collectifs, c'est grosso modo des sessions de sensibilisation, d'information sur une thématique où on invite nos adhérents et puis voilà, un peu comme vous faites là, avec les mardis de la prévention, c'est un peu la même chose, mais en interne service de santé pour les adhérents. Ensuite, on va faire du conseil auprès bien entendu, des entreprises et des médecins sur la prévention en général, hein, sur euh, globalement, comment est-ce qu'on met en application les principes généraux de prévention dans le cadre du risque chimique? Tout à l'heure, Emmanuel parlait de est-ce que je peux supprimer mon produit? Est-ce que je peux le substituer? Donc, par exemple, dans la substitution, on va être de conseil pour dire si la substitution proposée, elle est cohérente d'un point de vue toxicologique. Il faut faire très attention avec la substitution, qui est le deuxième principe de prévention dans le cadre du risque chimique. Euh, Parce que bien souvent, les entreprises vont se baser uniquement sur les fournisseurs de fabricants fournisseurs de produits chimiques. Et c'est pas forcément les mieux positionnés en termes de connaissances toxicologiques ou réglementaires pour vous conseiller sur le sujet. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous quand vous voulez faire de la substitution pour qu'on vous donne un avis, pour vous dire si cette substitution, elle est cohérente. J'ai un certain nombre d'exemples de vécus où la substitution, on en a pris connaissance après coup et finalement le produit de remplacement était plus dangereux que le produit initial, quoi. Euh, et puis enfin, quelque chose qu'on fait de plus en plus, c'est de la recherche bibliographique euh, pour la construction d'avis entre
pour la construction d'avis sur des liens entre une pathologie et un milieu professionnel. C'est le médecin qui va constater une pathologie et qui va nous dire, bah tiens, tel salarié a telle pathologie, est-ce que ça peut être en lien avec son activité professionnelle? Donc ça, évidemment, ça nécessite quand même un gros boulot d'analyse biblio, mais c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Alors pour faire tout ça, on a des outils, hein. Alors ces outils, pareil, ils peuvent différer un peu d'un service à l'autre. Euh, Chez nous, en tout cas, on est capable de faire de la métrologie sur l'ensemble des aérosols, les aérosols solides ou liquides, donc les expositions aux particules, poussières, aux fumées, au brouillard, ça, on est capable de le tracer. Alors pour ça, on a des appareils, on appelle ça des photomètres, c'est des appareils qui mesurent en temps réel la concentration dans l'air de certaines particules. On est capable de mesurer les gaz et les vapeurs avec ce qu'on appelle des détecteurs à photoionisation qui peuvent donner des informations sur des polluants spécifiques, par exemple, je sais pas, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, l'hydrogène sulfuré ou l'ensemble des composés organiques volatiles. Ça va être au cas par cas. On a des appareils qui nous servent aussi à faire du contrôle de la qualité de l'air. Alors, quand on écrit ça, c'est par exemple, tiens, j'ai une problématique dans un bureau euh, de mal-être, de sensation de malaise, sensation de jamais être bien dans mon bureau. Bah, on a un appareil qui mesure la concentration de CO2 et qui nous permet d'analyser, par exemple, le taux de renouvellement d'un bureau et de savoir si la ventilation est suffisante par rapport à l'occupation. On a des appareils aussi pour faire de l'aérolique. Donc évidemment, pouvoir, on va dire, constater l'efficacité d'un système de ventilation, on est bien obligé à un moment donné de mesurer certains paramètres physiques, donc des débits, des vitesses d'air, des pressions. Donc ça c'est pareil, on a de l'appareillage pour faire ça. Et puis, on a des pompes de prélèvement classiques qu'on va équiper avec des têtes de prélèvement spécifiques quand on veut faire une mesure précise sur un polluant. Euh, je reprends mon exemple de soudage tout à l'heure. Bah, si j'ai mon salarié qui soude mon acier inoxydable, je peux connaître la concentration dans l'air en chrome hexavalent. Donc pour ça, je vais devoir l'équiper avec une pompe qui aura une tête de prélèvement spécifique pour le chrome hexavalent. Il sera analysé ensuite en laboratoire. Et le laboratoire nous rendra une concentration bien précise en milligrammes par mètre cube, ce qui nous permettra de comparer aux normes. Voilà, donc nous, on est évidemment de conseil aussi sur tout cet aspect métrologie, stratégie de prélèvement. Et enfin, d'un point de vue logiciel, on a des logiciels d'évaluation des risques chimiques. Emmanuel vous parle de ces risques aujourd'hui. Il faut savoir qu'il en existe plein d'autres, hein, Colibrisc, Quarks. Voilà. Après, chacun est libre d'utiliser les uns ou les autres en fonction des différentes affinités. Mais bon, le principe, c'est toujours le même, hein, c'est l'inventaire de mes produits chimiques, l'identification des dangers, l'identification des conditions d'utilisation, l'évaluation des risques et ensuite le plan d'action. Après, c'est agencé d'une manière ou d'une autre selon les outils, mais le principe est là. Et puis alors nous, en Savoie, on a un logiciel, mais alors là, pas tout le monde l'a, celui-ci, c'est Captive. Captive, c'est un logiciel qui permet de faire de la vidéo et en parallèle de faire des mesures atmosphériques qui enregistrent des concentrations d'un polluant en temps réel. Et ensuite, on met en parallèle la vidéo avec l'évolution du polluant. Et ça permet d'être très explicite sur les tâches qui sont exposantes ou qui sont critiques dans une activité. Quand on montre une vidéo avec le pic d'exposition qui monte à X milligrammes par mètre cube quand on fait telle activité, ben, on arrive à cibler l'activité critique et on se dit bah, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille si on veut réduire l'exposition. Donc c'est très guidant, on va dire, pour l'entreprise et pour la prévention. Voilà. Alors, voilà à peu près le panel de ce qu'on fait dans les services de santé. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réactiver votre micro, le temps de poser votre question. Je vois qu'il y en a une Dans le chat, peut-être. ouais, dans le chat. Alors, est-ce qu'une FDS de 2015 peut être considérée à jour ou faut-il une FDS plus récente?
Alors, je me permets de répondre à celle-ci. Allez-y. 2015, pour moi, c'est trop loin. Il faut chercher à avoir des FDS qui ont minimum 3 ans, au pire 5 ans, mais pas plus. Pourquoi? Parce que euh, les substances sont soumises à étiquetage au niveau européen. C'est-à-dire que pour chaque substance, il y a la Commission européenne qui se réunit et qui dit telle substance, on va l'étiqueter avec tel pictogramme et telle mention de danger. Et toutes ces informations-là sont regroupées dans un règlement qui s'appelle le règlement CLP. Euh, Ce règlement date de 2008 et ce règlement est mis à jour régulièrement. C'est ce qu'on appelle des ATP, adaptation au progrès technique. Et des ATP, il y en a 2 par an, donc grosso modo. Donc ça veut dire que 2 fois par an, soit il y a de nouvelles substances qui sont étiquetées, soit il y a des substances déjà existantes dont l'étiquetage change, parce qu'il y a une nouvelle connaissance sur la toxicité. Euh, donc, euh, donc ça peut aller assez vite d'avoir une substance qui, en quelques années, va avoir son étiquetage et ses mentions de danger qui vont changer. Donc c'est pour ça que nous, on a tendance à dire que 3 ans maximum, c'est le top. Après, on est bien conscient que des fois, c'est un peu délicat d'avoir des FDS de moins de 3 ans. Certains fournisseurs, ils mettent pas forcément de la bonne volonté. Donc, on va dire qu'il y a une tolérance jusqu'à 5 ans. Mais au-delà de 5 ans, en général, vos FDS ne sont plus à jour parce que soit la réglementation a évolué d'un côté, soit la toxicologie, il y a plus de connaissances toxicologiques de l'autre côté. Donc voilà. Et après, je peux me permettre de revenir sur certains éléments que Emmanuel a abordés. Euh, Quand il a parlé de la première étape qui consistait à faire un tri des produits, ça c'est très important. Parce qu'en général, ce qu'on voit en entreprise, c'est un grand nombre de produits sur le terrain, et puis en parallèle, une liste de FDS qui correspondent pas forcément à ces produits sur le terrain. Et quand on sait le travail que c'est de faire une évaluation des risques chimiques, on a intérêt à pas perdre son temps et donc à faire évaluer effectivement l'évaluation pour les produits qu'on a sur le terrain. Donc le premier boulot à faire, c'est effectivement de faire un tri des produits. J'irais même plus loin, c'est d'avoir une procédure qui vous permet de cadrer l'entrée et les sorties des produits chimiques dans votre entreprise. Vos produits chimiques dans votre entreprise, ils rentrent par, on va dire, 4 voies, hein. Vous avez la moindre personne qui a un budget qui va pouvoir acheter un produit chimique. Donc ça veut dire que ces gens-là, il faut les restreindre et il faut les former, il faut leur apporter une sensibilité sur le risque chimique pour qu'ils soient eux-mêmes en capacité d'avoir une petite analyse critique sur la dangerosité d'un produit. Alors je dis pas d'avoir une expertise complète, mais au moins sur la base des mentions de danger, de se dire ah bah tiens, celui-ci c'est un CMR, on va peut-être éviter de le prendre, quoi. Après, vous avez les entreprises extérieures qui peuvent amener des produits chimiques sur votre site. Donc ça, c'est pareil, ça va être soumis à plan de prévention en général. Donc faut être rigoureux par rapport à ça en leur demandant de repartir avec leurs produits chimiques. Parfois, vous pouvez avoir les commerciaux qui arrivent et qui vous disent, bah tiens, essayez ce produit chimique, il fonctionne bien. Et puis hop, ça reste sur le terrain. Et puis on n'a pas la FDS, on n'a pas fait l'évaluation. Puis des cas extrêmes, on a déjà vu du personnel qui amenait des produits chimiques en disant bah ouais bah j'ai essayé ça chez moi donc ça marche très bien, je l'ai amené. Ouais, ok. Donc c'est tout ça, faut réussir à le maîtriser. Euh, Ensuite, donc la mise à jour des FDS, on en a parlé. J'avais noté aussi, ah oui, il y a un truc important dans ce que peut vous apporter le service toxicologie, c'est que l'évaluation des risques chimiques, elle concerne vos substances chimiques. Alors, il y a celles qui sont identifiées à travers les FDS parce que vous achetez les produits qui correspondent, mais il y a aussi tous les produits émis. C'est-à-dire dans un procédé, dans votre situation, vous faites fonctionner un moteur de véhicule diesel, donc il y a des émissions, des gaz d'échappement. Donc ça, vous n'avez pas de FDS qui vous identifie ça. Et pourtant, ce sont des substances chimiques qui doivent faire l'objet de l'évaluation des risques dans le cadre réglementaire. Et il y a de vrais risques par rapport à ça d'ailleurs. Donc nous, on est capable de vous aider sur l'analyse des dangers des produits d'émission. Donc lister les produits d'émission, quels sont les dangers. Et enfin, le dernier point que j'avais relevé, c'est l'évaluation du risque chimique. Est-ce qu'on l'a fait au niveau produit ou est-ce qu'on l'a fait au niveau substance? C'est parfois méconnu des entreprises. Un produit chimique, parfois, c'est l'addition de plusieurs substances, hein. Il peut y avoir dans certains produits chimiques une vingtaine de substances. Eh ben, il faut avoir un niveau d'analyse qui est niveau substance. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'aspects de la réglementation ou de la toxicologie qui s'appliquent au niveau substance et non pas au niveau produit.
Je prends un exemple, les valeurs limites d'exposition professionnelle. Les valeurs limites d'exposition professionnelle, elles concernent des substances et non pas un produit entier. Donc, si vous analysez pas les substances que vous avez dans votre produit, vous savez pas quelles valeurs limites d'exposition professionnelle sont applicables. Et ça va être la même chose pour les maladies professionnelles. Ça va être aussi bloquant, par exemple, pour une étude de poste pour une femme en âge de procréer ou enceinte. Bah, il y a certaines substances auxquelles elle ne pourra pas être exposée. Donc, si on n'a pas fait ce travail d'analyse au niveau substance, on ne pourra pas répondre à ce genre de questions. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais noté jusque-là. N'hésitez pas à me questionner au fur et à mesure. Merci, merci Lionel. J'avais juste une autre question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en disant le calcul du renouvellement d'air. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une intervention pour quelqu'un qui ferait des travaux d'aménagement, par exemple, en amont, sur les préconisations d'un archi ou je ne sais quoi, pour Bien évaluer? entendu. Ouais, ouais, c'est On l'idéal, attend, hein. on n'attend C'est pas que ce l'idéal soit quand, installé pour se dire ça marche pas, quoi. c'est ça, c'est l'idéal quand on peut intervenir en amont. C'est ce qui permettra à l'entreprise, on va dire, d'avoir le système de captage le plus efficient, donc le plus efficace au coût moindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, vous avez des installateurs qui vont avoir tendance à vous vendre la solution toute faite, quoi. Hum, Et la solution toute faite, malheureusement, des fois, c'est pas celle qui est adaptée à votre situation. Donc nous, on a tout intérêt à être critique et présent avec vous au moment où vous avez l'offre commerciale, la proposition commerciale, pour vous dire, OK, ça nous semble cohérent, ou au contraire, non, c'est la Il y a proposition, elle tel est à point de côté de la plaque. vigilance à avoir, il faut Ouais. demander tel élément, tel niveau d'information à votre fournisseur pour savoir si on est bien en conformité ou pas, quoi, en fait. Ouais, Voilà, si dans la proposition commerciale, on vous dit, bah, on va installer tel système avec tel débit d'air, la première question qui vient, c'est sur quelle base vous avez défini ce débit d'air? hum, Parce que c'est vraiment le débit d'air qui va qualifier l'efficacité du système. Donc, si malheureusement le débit d'air n'est pas adapté à la base, bah, il ne sera jamais adapté. Et si jamais vous voulez l'adapter après coup, bah, ce sera beaucoup plus compliqué. c'est clair. Merci, merci Lionel pour ces infos. Voilà, n'hésitez pas à poser aussi dans le chat les questions et on prendra 5 minutes à la fin pour y répondre s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Pour avancer, alors effectivement, Lionel vous l'a dit, il y a plusieurs logiciels. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de celui qui s'appelle Cirish, qui est disponible et mis à disposition gratuitement par l'INRS. Alors, vous retrouvez le petit encart de la vidéo qu'on a vu tout à l'heure. Vous aurez, avec le support, la possibilité d'accéder directement à cette page sur Internet qui vous permet d'avoir tous les éléments d'information sur le logiciel Cirish. Vous voyez qu'on en est à la 4e version, elle date d'octobre 2024. Et c'est un outil qui va vous permettre effectivement de travailler et d'avancer dans votre responsabilité d'analyse du risque chimique et ça va vous guider dans votre démarche. Le Cirish va répondre à des différents besoins. Notamment, vous avez vu par exemple tout à l'heure le fait de dire je photographie une étiquette d'un produit et de là j'en tire les notions de danger, de risque et ainsi de suite. Ou ça peut être aussi le logiciel hein, va extraire les mentions de danger des fiches de données de sécurité. C'est-à-dire que vous allez télécharger votre fiche de données de sécurité du produit et il va aller rechercher les informations, il va scanner la fiche, faire de la reconnaissance de caractère et aller rechercher des éléments d'information. Il va aussi pouvoir vous dire, et ça rejoint la question de tout à l'heure et la réponse que vous donnez Lionel, si la fiche de données de sécurité est hors délai. En fait. Donc il va vous interpeller là-dessus, sur la fiche de données que vous aviez. Il estime qu'elle est au-delà des informations dont il a besoin. Donc il va vous noter que la fiche de données de sécurité est antérieure et doit être renouvelée. Vous pouvez travailler en multizone, vous pouvez évaluer le risque brut, on va dire, et aller jusqu'au risque résiduel, par exemple sur une tâche en tenant compte des mesures de protection que vous avez mobilisées. Alors attention, on est toujours bien dans les règlements des principes généraux de prévention, c'est que dans la mesure du possible, on fait de la protection collective pour aller, in fine, vers de la protection individuelle.
et non pas l'inverse, en fait. On ne fait pas d'abord de la protection individuelle pour aller vers du collectif. On essaye, alors je reprends l'exemple des systèmes de ventilation ou d'aspiration. Vous parliez de soudure, Lionel, tout à l'heure, d'avoir des torches aspirantes, par exemple, quand on a un poste de soudure identifié, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, hein. Dans les garages, on va peut-être avoir un poste mobile, mais quand on a un poste identifié, on peut avoir une torche aspirante qui va aspirer les fumées de soudure entre le lieu d'émission, l'espace d'émission et l'individu. En fait, il faut éviter que ça aille jusqu'à l'individu. Et donc, on va pouvoir, après avoir les équipements de protection et autres, et regarder quelle est l'efficacité des équipements de protection, ce qui pourra vous permettre dans votre plan d'action aussi de déterminer ce que vous avez à faire. Donc, vous avez ce logiciel qui vous permet de faire ça. C'est un logiciel, et je tenais à vous le préciser, lorsque vous passez sur l'option télécharger, vous pouvez le télécharger gratuitement, mais soyez vigilants au fait que c'est un logiciel qui est utilisable exclusivement sous Windows. C'est-à-dire que ceux qui travailleraient sur Mac, il vous faudra obligatoirement une émulation Windows pour pouvoir utiliser le logiciel. Vous ne pourrez pas l'utiliser directement sur Mac. C'est une particularité à savoir, mais voilà, dès lors que vous travaillez sous Windows, vous avez la possibilité de le télécharger gratuitement. Après, ce qu'il faut voir, c'est dans les entreprises, s'il y a des blocages ou des verrous sur le téléchargement, voir avec les services informatiques pour qu'ils puissent vous libérer le téléchargement et l'installation de ce logiciel. Mais voilà, c'est quelque chose qui est accessible. Et vous avez un document de référence, le D6485, sur la démarche d'évaluation des risques avec l'utilisation de Sirish. Et là, vous avez tout le guide et vous allez voir ce qui suit est tiré de cette présentation-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile et qui peut vous servir. Quand vous allez utiliser Sirish, la première chose que vous allez faire, on considère que vous avez en parallèle fait le tri des produits, vous allez réaliser votre cartographie des lieux de travail et des tâches. En fait, vous allez pouvoir aller jusqu'aux tâches qui vont vous permettre d'identifier l'entreprise, les unités de travail en lien avec votre DU, par exemple, les postes, et dans le poste, quelles tâches je suis amené à faire et je peux faire avec des produits chimiques, soit que j'ai achetés, soit les émissions, hein, quand on parle de ponçage, par exemple, où vous auriez un exemple très particulier. Vous faites une régénération de filtre à particules, vous allez laisser tourner un véhicule pendant 30 minutes. Il peut y avoir des émissions de gaz d'échappement, on va dire, avec des particules fines de gazole. Et donc, il va y avoir des gaz d'échappement qui vont être émis. Et donc, du coup, voilà, ça peut être une des tâches, ça pourrait être par exemple la régénération de filtres à particules. On n'est pas sur une FDS en tant que telle, on est sur des procédés émis, mais vous allez pouvoir l'identifier aussi au travers de cet outil-là. Donc, vous définissez votre entreprise, vos unités de travail, vos postes et les tâches. Et à partir de là, vous allez renseigner dans le logiciel Sirish les informations de votre produit. Alors, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez cette première page où vous avez les éléments du fournisseur, les éléments de données, on va dire, initiales à renseigner. Vous voyez que sur la droite, alors c'est peut-être pas très visible sur l'image, mais sur la droite, vous avez un bouton déposer une photo de produit ou déposer la fiche de données à jour. Donc, vous pouvez effectivement, par ce biais-là, associer les documents, les fiches de données de sécurité, ce qui vous permettra de les retrouver. Vous avez la date de mise à jour, de dernière mise à jour de la fiche de données de sécurité. C'est ce qui permettra de savoir si on est conforme ou pas. Alors, bien sûr, là, elle va vérifier la conformité à 2015, post-2015, mais ayez en tête que, comme vous le disiez effectivement, Lionel, 3-5 ans, c'est le grand maximum sur une fiche de données de sécurité. Je trouve que 3 ans est une bonne échéance, au-delà de 3 ans, d'avoir la nouvelle fiche de données de sécurité. Par le fournisseur. Est-ce qu'elle est disponible ou pas? Parce que des fois, on a des produits où on n'a pas de fiche de données de sécurité. Donc ça aussi, on va pouvoir l'identifier par le biais de l'outil. Et au lieu de refaire la liste et de reprendre la liste en disant lequel j'ai pas, l'outil va pouvoir nous sortir la liste de tous les produits ou procédés pour lesquels nous n'avons pas la fiche de données de sécurité. Et vous avez une option juste au milieu de cette page qui s'appelle les propriétés physico-chimiques, qui est extrêmement importante dans la façon de remplir parce que
c'est là où vous avez la différence dont vous parlez, Lionel, sur est-ce qu'on fait l'analyse au niveau du produit ou au niveau des substances. Et c'est là où vous allez pouvoir renseigner les substances avec les informations que vous trouvez dans la fiche de données de sécurité, hein, ce n'est pas à vous de les imaginer. Vous avez les substances, vous avez le numéro qu'on appelle le numéro de casse du produit, donc le numéro d'identification du produit. Vous avez le pourcentage dans sa composition et des éléments d'information que vous allez renseigner ici. Et c'est ce produit-là où vous allez peut-être avoir cette substance-là, pardon, où vous allez avoir peut-être des éléments de caractéristiques de risque cancérigène, mutagène ou reprotoxique. Et donc, c'est bien là que vous allez évaluer la conformité avec la VLEP, la valeur limite d'exposition professionnelle, en fonction des éléments de toxicologie qui sont donnés sur la fiche de données de sécurité. Donc, vous avez effectivement cette partie-là. Alors, ça demande effectivement un peu de saisie, de temps de saisie, de temps d'information, parce que ça, il faut que vous l'enseigniez. Mais une fois que ça c'est fait, vous installez votre procédure d'entrée et de sortie des produits, vous avez effectivement la possibilité de tenir à jour après toute cette information. Quand vous avez renseigné vos produits, vous avez un inventaire qui est tout prêt. Vous avez l'accès aux fiches de données de sécurité, vous avez les dates de mise à jour des fiches de données de sécurité. Donc, vous avez votre inventaire des produits étiquetés, des agents chimiques émis ou des substances avec lesquelles sont composés les différents produits. Et ça vous permet effectivement d'avoir votre premier inventaire et votre première évaluation. Vous avez fait la cartographie, vous avez renseigné l'inventaire. Une fois que vous avez renseigné l'inventaire, quand vous renseignez les produits, vous allez affecter les produits aux tâches et vous allez indiquer les quantités consommées. C'est pour ça que c'est important de connaître les tâches. Les quantités consommées, c'est parfois difficile de les évaluer. Vous pouvez d'ores et déjà imaginer la quantité commandée par an et du coup l'utilisation qu'on peut avoir. Et donc, vous allez pouvoir progressivement renseigner tout ça et procéder à l'évaluation des risques. Alors, l'évaluation du risque brut et l'évaluation du risque résiduel, du niveau de risque résiduel, quand vous allez intégrer les éléments de protection et de prévention. Alors, on a une question. Bonjour, Sirish permet-il d'évaluer le risque chimique lié aux poussières, par exemple poussière de bois et de fumée? Alors, c'est ce qu'on vous disait, hein, Lionel, vous me dites si je me trompe, mais comme on est aussi sur les produits étiquetés ou sur les substances, on peut rentrer les poussières de bois et imaginer les éléments d'information sur les poussières de bois à ce moment-là. Ça ne vous donnera pas la quantité de poussière, la concentration de poussière dans l'air dans votre entreprise. Ça, il faudra procéder à des quantifications, à des évaluations, mais vous pouvez le référencer au titre de Sirish. Est-ce que c'est bien Oui, ça, tout à Lionel? fait. Dans Serish, il y a une option pour saisir les produits d'émission ou de dégradation. Et dans ce cadre-là, vous pouvez saisir poussière de bois, comme vous pourriez saisir fumée de soudage, C'est mieux émission de de moteur soudage. diesel, etc. Mm. Et Serish va automatiquement affecter un danger prédéterminé à cette émission-là. Et ça va être utilisé pour faire l'évaluation, oui. Donc voilà, ça répond hein, effectivement poussière de bois sur la soudure aussi. Poussière de bois, ça peut être par exemple pour ceux qui vont faire les emballeurs, par exemple, ou ceux qui vont faire de l'emballage, où vous découpez des morceaux de bois, par exemple, pour séparer des produits entre eux ou des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être aussi bien sûr tous les gens qui travaillent le bois, mais voilà, ça peut se trouver aussi dans la logistique et le transport, ce genre d'exposition. Donc voilà, effectivement, vous pouvez l'avoir. Donc, vous affectez les produits aux différentes tâches. Vous essayez, dans la mesure du possible, d'indiquer les quantités consommées. Et donc, vous avez les éléments et vous avez même la possibilité, avec Sirish, de sortir une fiche de données, entre guillemets, simplifiée, une fiche de données de sécurité simplifiée en une page qui vous permet d'avoir les principaux éléments d'information sur le produit que vous avez là. Ça veut dire que si jamais vous avez des fiches de données dans un bureau, il est important peut-être d'avoir cette fiche synthétique sur le poste de travail pour savoir comment réagir et à quel produit on peut être confronté en cas d'inhalation, d'ingestion ou autre. En fait. Votre inventaire, il va vous permettre aussi de hiérarchiser les produits étiquetés et les agents chimiques émis que vous avez référencés. Donc, vous voyez, vous pouvez retrouver le nettoyage des systèmes de frein, les gaz d'échappement, les vidanges, le soudage, qui sont des points importants. Vous avez donc en lien avec la santé, vous avez la même chose en lien avec le risque incendie et en lien avec le risque environnemental.
Et donc, vous avez la possibilité de voir tous ces produits-là et leur dangerosité et d'identifier du coup les points de vigilance. Vous voyez, par exemple, si je prends le gaz d'échappement, il peut être en danger important, en rouge pour la santé, et se retrouver en vert dans la partie incendie. C'est pas incohérent. C'est pas incohérent parce que c'est pas un gaz inflammable en tant que tel. Par contre, c'est quand on va le respirer, c'est quelque chose qui peut avoir, qu'on va intégrer, qu'on va respirer, qui va rentrer dans nos poumons, dans notre corps, et qui peut avoir des conséquences nocives, on le sait. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve en rouge d'un côté et en vert de l'autre. Voilà, ou en orange sur l'environnement, parce que oui, ça peut avoir un effet sur l'environnement, plus que sur le risque incendie. Vous voyez que le même problème peut être à trois endroits différents. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le risque résiduel et l'évaluation du risque résiduel en termes d'inhalation, en termes de contact oculaire ou cutané, ou de risque incendie. Et vous retrouvez avec la même saisie d'inventaire et d'affectation aux différentes tâches, vous retrouvez les mêmes éléments. Vous avez la possibilité de sélectionner l'établissement en entier, l'unité de travail, le poste de travail, voire la tâche. Et à chaque fois, vous avez la déclinaison de tout ce que vous avez renseigné et l'évaluation qui est faite dans ce cadre-là. Et la dernière étape que vous retrouvez dans la dernière version, c'est le plan d'action. Le plan d'action qui vous permet de dire s'il y a des priorités élevées, des priorités modérées ou des priorités faibles. Et est-ce que vous avez clôturé telle ou telle démarche? Est-ce que vous avez refusé telle ou telle démarche? Est-ce que vous êtes hors délai? Voilà, tout ça, ça va vous permettre d'avoir une vision assez claire de ce que vous avez à faire. Et vous voyez, par exemple, sur le FDS, 2 produits sans FDS, 4 produits avec une FDS ancienne. Ça vous donne des éléments d'identification aussi sur tout ce que vous pouvez faire. Suppression ou substitution, il y en a 2 qui sont en cours. Voilà, il y a 3 nouvelles fiches, 3 nouvelles situations, et il y en a 2 qui sont en cours de suppression, substitution. Attention, hein, comme le disait Lionel, à la substitution, aux argumentaires commerciaux, parce que les entreprises ont cette vigilance-là d'éviter les produits chimiques ou les produits CMR, on va dire plutôt, cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Et vous pouvez avoir des fournisseurs qui, eux, ont du stock à écouler de l'autre côté. Donc, c'est important de voir ce qu'on vous propose et, en cas de doute, effectivement, d'avoir recours aux experts du service de prévention et de santé au travail. De la même manière, si vous envisagez d'intégrer un nouveau produit ou un nouveau procédé de fabrication, de pouvoir vous questionner en amont et questionner les compétences en amont sur ce qui peut arriver et l'incidence que ça peut avoir. Je vous donne une illustration très très simple, c'est que j'ai travaillé il y a quelques années, par exemple, avec le monde de l'esthétique, et vous avez des vernis à ongles qui intègrent des produits toxiques pour la reproduction. Or, le vernis à ongles en tant que tel, il est en vente libre, ça ne semble pas être un produit dangereux, pour autant ça peut l'être. Ou le fait de poncer les ongles, les particules dégagées étaient nocives aussi au niveau respiratoire pour la santé des gens. Ce n'était pas forcément vu comme un produit chimique. Ou comme un procédé chimique. Pour autant, il y avait des effets. Donc là, quand on parle par exemple de nettoyage des freins, quand on parle de graissage des sellettes, quand on parle de voilà, tous les métiers un peu en lien avec la mécanique poids lourd ou l'entretien des poids lourds, on va être dans un contexte où on doit procéder à cette évaluation-là et avoir tous les éléments de connaissance. Encore une fois, je maintiens sur le côté les différents produits, notamment ceux qu'on a utilisés mais qu'on n'utilise plus depuis longtemps, mais qu'on les a encore parce que c'était quand même assez pratique. C'était avant qu'il y ait le règlement, alors maintenant on ne peut plus tout faire, mais dans l'agriculture, on va vous dire, j'ai gardé des bidons de glyphosate parce que du coup, j'ai plus la possibilité d'en acheter, mais ça fait vachement bien quand même le glyphosate. Là, c'est un peu pareil. En fait, on va trouver des produits qu'on trouvera peut-être plus forcément à acheter comme ça, mais comme ils étaient vachement pratiques et qui fonctionnaient bien, on ne cherche pas à les substituer. Attention quand on garde des produits parce que vous pouvez vous retrouver avec des produits qui ont eux-mêmes une dégradation avec le temps et une émanation qui n'est pas forcément prévue initialement. Et donc, voilà, il peut y avoir des procédés qui peuvent évoluer. Voilà, donc sur les éléments principaux de la présentation de l'outil si riche, si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra faire
un temps spécifique avec une animation en live de création d'une fiche et vous montrer le temps. En gros, la saisie d'une fiche, il faut prendre en main le logiciel, mais en gros, la saisie d'une fiche est entre 3 et 5 minutes pour saisir une fiche de données de sécurité et arriver à la fiche simplifiée. Si on a bien préparé son travail en amont, on est entre 3 et 5 minutes, donc ce n'est pas non plus quelque chose de très important. Si on a bien trié aussi, parce que si vous avez 30 produits à rentrer, c'est pas comme si vous en avez 125 total à faire avant de faire le tri. Donc voilà, c'est intéressant de faire ce tri et de bien vérifier tout ça en amont. Comme à chaque fois, alors s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'en profite pour bien vous rappeler ce que disait Alexandra tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à la page du Club des Préventeurs et retrouver les replays, les outils de cette présentation, mais de tous les autres aussi, de toutes les autres présentations aussi. C'est à votre disposition dans l'espace adhérent. Et je vous donne tout de suite, d'ores et déjà, la date du 11 février à 11 heures pour le prochain mardi de la prévention, où on va revenir un petit peu, je vous avais parlé des aides FIPU au sens large. Je vais vous montrer le montage d'un dossier très clairement dans le cadre des financements de transpalettes électriques, d'autolaveuses, de systèmes de bâchage, de filmeuses, de démonte pneus, de lève-roues, etc. à l'aide du dossier FIPU. C'est un sujet dont on a reparlé avec le siège de la FNTR dernièrement. Et donc, il nous semblait intéressant de rentrer dans le vif du sujet, dans un exemple concret de montage et de dépôt d'un dossier. Donc, vous aurez accès à cette présentation le mardi 11 février 2025 à 11 heures. Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alexandra a marqué les coordonnées du replay. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que Lionel, il y avait des choses que vous souhaitiez ajouter? Là, comme ça, non, pas spécialement. C'est en fonction des Donc, questions. on est bien dans un état d'esprit de faire, de procéder, hein, d'intervenir dans l'entreprise et de savoir qu'on peut avoir accès à des experts en fonction des questions qu'on se pose, en fait. Et voilà, Voilà. puis le risque chimique, c'est quand même assez particulier, hein. Euh, bon, souvent, on nous demande, mais pourquoi j'ai mon document unique? Pourquoi ça suffit pas, le document unique? Quand on le fait, on prend en compte deux critères, hein, gravité, fréquence. Alors que le risque chimique, pour évaluer une situation risque chimique, le code du travail et la nécessité toxicologique imposent de prendre en considération plein d'autres critères, comme la volatilité des substances, le procédé dans lequel c'est mis en œuvre, est-ce que c'est un risque d'inhalation, un risque de contact cutané, les températures d'utilisation, il y a plein de paramètres qui viennent influencer le risque chimique. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu plus technique que le document unique. Et donc, nous, on est vraiment là pour vous aider dans cette démarche-là, vous aider à mettre en application cette évaluation des risques chimiques pour qu'elle soit bien construite et pertinente. Et gardez surtout à l'esprit que quel que soit l'outil que vous utilisez, ça reste un outil. Donc, ce n'est pas la vérité au sens strict. C'est une approche des risques. Ça vous permet de hiérarchiser les risques d'une situation de travail par rapport à une autre. Mais il y a bon nombre de situations où, après expertise, on pourrait dire cette situation-là, elle est surcotée ou cette situation-là, elle est sous-cotée. Parce que tout simplement, un outil ne peut pas apporter une expertise substance par substance, situation par situation. Donc, gardez ça en tête. C'est utile pour hiérarchiser les risques, pour savoir sur quoi travailler en priorité, mais ce n'est pas une vérité au sens strict. Merci beaucoup Lionel. Merci à tous. Donc, on mettra ce replay à votre disposition par le biais de l'espace adhérent. Et on vous propose de se retrouver le 11 février pour la nouvelle présentation. Merci à tous pour votre audition et votre écoute. Merci. Merci. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir à Bonne tous. journée.